Excellente année à vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio. On a changé d'année, on est passé en 2020, on a même changé de décennie, voilà pour les mots grandiloquents. Et globalement, il se passe la même chose à peu près que tous les 360 jours dans cette année. Quoi qu'il en soit, on accueille 65. Nos 4 débatteurs, 365. Merci à vous. Éric Vérac, vous avez reconnu sa voix narquoise et son petit ricanement. Éric Vérac, bonjour à vous. Vous êtes entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Nous sommes également avec Alexia Germont, présidente du think tank France Audacieuse et présidente de Nous Citoyens. Jérôme Dubu, conseiller La République En Marche de Paris, porte-parole du groupe PPCI, les Parisiens progressistes, constructifs et indépendants. J'en ai oublié aucun. Et on accueille également Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Bonne année à vous 4, chers amis. Meilleurs vœux à vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio. C'est le plus important. On va le répéter à peu près une quarantaine de fois aujourd'hui dans cette journée. Quoi qu'il en soit, au programme de nos débats aujourd'hui, vous vous en doutiez peut-être, on va revenir sur les vœux d'Emmanuel Macron, le président de la République. Il nous promet un compromis rapide sur la réforme des retraites. En tout cas, c'est ce qu'il a demandé au gouvernement d'obtenir. On verra si c'est crédible ou pas. On va parler aussi d'une mauvaise nouvelle qui nous est révélée par le Parisien aujourd'hui en France. Un plan de départ volontaire chez Auchan. Est-ce qu'il va falloir sauver nos grandes surfaces comme à un moment on avait dit il faut sauver nos petits commerces. Et puis on va aussi essayer de parler d'une bonne résolution que certains d'entre vous ont peut-être pris. Ça s'appelle en anglais Dry January. Oui, c'est pas vrai. sûr. Le mois de janvier sans alcool. On espère que vous avez consommé hier soir ou toute la nuit avec modération, même Éric Vérac, jusqu'au bout de la nuit. Et malgré les démons de minuit. 5h du matin, ça va. 5h du matin, ça va. Non, mais on peut témoigner, il est sobre. Oui, il a l'air sobre. Il a l'air. Écoutez, on jugera sur pièce en verra. De très belles lunettes. En voyant ses arguments. Lunettes. Il est toujours très élégant. Quoi qu'il en soit, commençons avec nos coups de cœur et nos coups de gueule, comme chaque jour. Alexia Germont. Alors écoutez, c'est quand même toujours d'avoir un voile de tristesse sur la situation de notre pays. Je trouve qu'on est toujours en retrait par rapport à ce qu'on pourrait faire. Et justement pour les nouveaux, ces nouveaux vœux, avec une décennie qui serait plus enjouée, plus joyeuse. Je crois qu'on a besoin de douceur. Vous trouvez que les 10 années précédentes ont été particulièrement éprouvantes ? Ça a été des années qui ont été difficiles. On a vu que pour les Français qui ont toujours été dans la difficulté, ça s'est encore aggravé. Pour ceux qui avaient pourtant beaucoup d'atouts, ça a été plus compliqué également. On est surtout dans une France qui est plus fracturée, il me semble, divisée. Et c'est vrai que ce qui me tiendrait beaucoup à cœur, ce serait pour le coup une France apaisée. Ouais, on est à 2 doigts de parler des vœux d'Emmanuel Macron. En tout cas, vous espérez le retour du compromis, Michel Taube ? Non, mais c'est vrai que par exemple, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans ? On a perdu beaucoup de places dans tous les classements mondiaux. On a commencé cette décennie. La 5e puissance mondiale. C'est ça. On est peut-être la 7e maintenant, la 6e, la 7e. On a commencé la décennie sur Nicolas Sarkozy. Voilà. Ça, c'était peut-être pas des mauvais On a eu souvenirs. ensuite François Hollande. Ça dépend de quoi on parle. Emmanuel Macron, c'est pas le problème. Non, j'essaie juste de faire la rétrospective. Il y a plus d'alternance. C'est ça, exactement. Oui. Tous les 5 ans, à peu près. Moins il garde de pouvoir, mieux c'est, à mon avis. Oui, 5 ans, c'est un peu juste. Jérôme Dubu, 5 ans, c'est un peu juste. Vous avez sans doute reconnu pour le septennat. Vous avez reconnu la voix. Voilà, la voix. Vous savez, Monsieur Dubu, vous qui êtes en marche, on a commencé sur les vœux de Macron, mais il a tellement parlé de la décennie que je me suis dit. Là, il se projette au-delà de 2022. C'est que déjà, de façon subliminale, il annonce qu'il est candidat en 2022 pour aller jusqu'en 2027, Il en faudrait même un début de voire 3e. 2032. Non, il ne peut pas faire droit. Alors vous allez peut-être faire quelques... Alors il faut modifier la Constitution. Comme en Afrique. En Afrique, ils le font. Il se projetait. Vous allez donner des cauchemars à certains de nos auditeurs, pas tous évidemment, qui s'imaginent maintenant passer à la nouvelle décennie, celle d'Emmanuel Macron. Effectivement, en tout cas, vous avez reconnu la voix de Jérôme Dubu, conseiller de La République En Marche de Paris. Vos coups de cœur et vos coups de gueule. Alors moi, j'avais voulu faire un coup de cœur parce qu'on était plutôt dans les vœux, etc. Sympathique, c'est ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Mais il y a une situation qui me préoccupe beaucoup, sur laquelle je trouve qu'on ne porte pas assez d'attention, qui est la situation de la Syrie. Je l'ai déjà dit à ce micro à plusieurs reprises. Ça fait maintenant 8 ans, 9 mois et 17 jours que la Syrie est en guerre. Guerre civile épouvantable. Il y a eu 500 000 morts. Il y a visiblement 100 000 personnes, 100 000 Syriens qui ont disparu par des tortures, par des emprisonnements, etc. Et puis, il y a quand même 25% de la population, il y a 5 millions de Syriens et de Syriennes
qui sont exilés. Dont une bonne partie d'ailleurs en Turquie. Et on a l'impression que la situation internationale ne bouge pas, que les principales puissances qui pourraient faire quelque chose n'ont pas l'intention de le faire. On peut peut-être essayer, mais sans engagement extrêmement fort. Et on est tétanisé par cette situation où on a encore des milliers de morts, quasiment tous les ans, et on ne fait rien sur cette situation. Vous aimeriez que la France s'en mêle davantage ? S'en mêle davantage. La France n'a pas les moyens de s'en mêler toute seule. On est déjà au Sahel, presque tout seul. On a abandonné la Syrie à la puissance russe et à la puissance iranienne, puisque ce sont les Iraniens et les Russes qui ont sauvé M. Bachar el-Assad du renversement. Je rappelle que cette situation dure depuis la fin des années 70. C'était d'abord Hafez el-Assad, puis maintenant Bachar el-Assad. Voilà, et que donc on a capitulé d'une certaine manière devant cette dictature qui est épouvantable. Voilà. Éric Verhaeghe. Non, enfin, là, je réagis à ce que dit Jérôme. On ne peut pas être aussi binaire. D'abord parce que si la famille Assad est là, c'est parce qu'elle est d'une façon ou d'une autre l'incarnation d'un équilibre interne à la Syrie, puisque la famille Assad est une famille alaouite et qui était leader d'un parti laïque. Et moi, je suis toujours très étonné de voir, Jérôme, je vais te taquiner amicalement, enfin, j'ai entendu le président de la République que tu suis dire qu'il allait combattre le fondamentalisme religieux, et je suis étonné, islamiste, et je suis étonné de voir que ces troupes font la guerre au parti laïque dans les pays arabes, et soutiennent des guerres civiles qui sont menées par les forces salafistes. C'est l'Arabie Saoudite qui a organisé la déstabilisation d'un Comme Éric m'a gentiment répondu avec un argument qu'on connaît parfaitement, qui est de dire, au fond, si c'était pas Bachar el-Assad, ce serait l'État islamique et Daesh. Mais c'est faux, c'est parfaitement faux. Ça a failli être le cas quand même. Ça fait depuis la fin des années 60, qu'on tolère un régime de terreur qui massacre sa population. Enfin, je suis désolé. Il y a eu plus en Arabie Saoudite, je ne sais pas en parler. On n'est pas dans les mêmes conditions en Arabie Saoudite. Il y a des têtes décapitées tous les jours et personne ne bouge. Mais c'est surtout un régime de terreur qui est comme en Arabie Saoudite. Non, mais malheureusement, Éric Verhaeghe a raison. Malheureusement, c'est-à-dire qu'en fait, on a. Malheureusement, oui, mais parce que elle arrive régulièrement. Ça promet. Non, mais parce que pendant des décennies, on a soutenu des dictateurs laïques. Effectivement, on les a soutenus. Enfin, ils ont défilé sur les Champs-Élysées. On a signé des contrats d'armement avec eux. Ils venaient à Paris tous les ans passer leurs vacances. Ils étaient reçus à l'Élysée et partout. Et on les a lâchés parfois de façon totalement incompréhensible. Franchement, même Saddam Hussein, je comprends pas. Il était soutenu par la France. À un moment donné, on l'a lâché. On ne peut pas dire que la France ait lâché Saddam Hussein. C'est une autre histoire. Mais enfin, mais tous ces dictateurs laïcs, ce sont des dictateurs. Mais le problème, c'est qu'effectivement, 20 ans après, on a peut-être on a d'autres formes de dictateurs, mais qui sont pires, qui sont. En tout cas, ça crée le débat. En tout cas, la réaction crée le débat. Et moi, je souhaite qu'en 2020, on puisse mettre fin à ce conflit épouvantable. Voilà. Vos vœux de paix, Urbi et Orbi, auront été entendus sur Sud Radio. Tiens, surprenez-nous, Éric Verhaeghe, un coup de cœur. Moi, je fais comme d'habitude un coup de cœur, puisque je suis bienveillant. Et je voulais souligner quelque chose qui est passé un peu inaperçu et qui pourtant est très structurant pour la décennie à venir, puisqu'on parlait de la décennie à venir. Il se trouve que le constructeur automobile Mazda vient de sortir une étude assez bien faite qui montre l'émission de gaz à effet de serre moyen entre une voiture diesel et une voiture électrique. Et qui prouve qu'une voiture électrique pollue plus qu'une voiture au diesel. Du début de sa production, j'imagine, jusqu'à la fin de son cycle. Jusqu'à la fin du cycle. Voilà. Et donc, je voudrais réinsister une fois de plus sur le fait que aujourd'hui, on vit un combat qui ne dit pas son nom entre une écologie superficielle à la Greta Thunberg, qui vise juste à consommer comme avant, mais en faisant du greenwashing, et une écologie profonde qui, elle, vise à réconcilier l'homme avec son milieu, et que cette espèce de mode de la voiture électrique qui a d'ailleurs imprégné des normes très drastiques de l'Union européenne,
ça fait partie de cette écologie superficielle où pour combattre le diesel, parce que c'est les gens qui fument des clopes et comme dit le leader Benjamin Griveaux, les gens qui fument des clopes et qui roulent en diesel, en réalité, ils ne sont pas forcément moins polluants que les bobos qui sont pour la voiture électrique. Je vois qu'Éric n'est pas pas très bienveillant. Ouais, voilà, pas changé. C'est pour ça que j'avais demandé de nous surprendre avec un coup de cœur. Mais ça pose la place malheureusement, je ne suis pas d'accord avec Eric Verret cette fois-ci. Non, en fait, moi, je suis d'accord sur la partie électrique. Je suis 100% d'accord. Moi, je me rappelle, il y a 15 ans, quand ils commençaient, Renault, à sortir des véhicules électriques, ils ont reçu des centaines de milliards d'euros de subventions pour des produits qui ont du mal. Ah non, des dizaines de milliards. C'est pas des millions. Non, je me rappelle, Jean-Louis Borloo, déjà, il avait débloqué plus de 10 milliards d'euros de subventions sur une année pour pouvoir mettre en place tout le processus de recherche pour passer à vitesse supérieure. Non, mais ensuite, ça a continué. Et effectivement, l'électrique n'est pas... Après... le diesel, c'est cancérigène. C'est pas vous et moi qui le disons. C'est l'Organisation mondiale de la santé. Il est intéressant d'en parler aujourd'hui parce qu'il faut quand même le préciser. Ça concerne la ville de Paris et la ville de Lyon en France. On a des restrictions notamment de vitesse de circulation à cause d'une pollution aux particules fines. Les particules fines c'est ce qui est dégagé par les véhicules diesel et le métro. Mais derrière derrière ces exemples-là, ce que l'on a, c'est la place finalement d'une écologie qui ne soit plus punitive. C'est une écologie qui doit être une écologie plus libérale. C'est de quelle façon va-t-on arriver à retrouver d'abord la place de l'humain au milieu de tout cela, c'est-à-dire à un moment où il y a plus de distance entre les choses, mettre plus de proximité, un rapport au temps aussi qui est différent. Ça fait partie des grands sujets sur lesquels, si on se projette sur une décennie, bien sûr. Et puis quand on parle d'écologie libérale, je vous vois faire des gros yeux. J'en ai pas fait. Non, pas du tout. Mais c'est pas pour être. C'est pour être avec un discours. On reboucle sur quelque chose de plus positif. C'est-à-dire qu'il faut arriver à consommer mieux pour nous, tout simplement, et retrouver le sens, en fait, de ce qui fait l'intérêt de nos vies. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir plus de proximité, plus d'immédiateté, et réintroduire finalement une envie de se positionner au centre du jeu. C'est surtout ça, avec une écologie qui soit plus douce. Avec une écologie plus douce, oui, ça c'est un vœu que vous formez. Vous voyez, on est tous dans les bonnes résolutions. Oui, on est bienveillants. Plus profond, on est bienveillants, exactement. On est bienveillants, c'est-à-dire une écologie aussi qui soit transversale. C'est aberrant de se dire qu'on a une approche dogmatique aujourd'hui. Vous parlez de Greta Thunberg. L'écologie, elle n'appartient à aucun parti. L'écologie, elle devrait effectivement, elle devrait être dans une logique plus transversale. Il y a surtout dans ce principe-là quelque chose qui est très important à prendre en compte, c'est que derrière ces changements aussi massif, très profond. Il y a des emplois, il y a des filières de production, et on ne peut pas changer les filières de production en claquant des doigts. Non. Et vous pouvez regarder par exemple... Je crois que finalement, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, parce qu'on n'y arrivera pas sans cela. D'ailleurs, Emmanuel Macron, hier, il a dit très clairement avec les politiques d'investissement. L'Allemagne, c'est un bon exemple. Merkel, elle a quand même pris une décision hyper audacieuse de retirer son pays du nucléaire, quasiment du jour au lendemain, et elle a massivement investi dans les énergies renouvelables. L'Allemagne a beaucoup plus d'avance que nous sur le renouvelable et sur le charbon, et sur le respire aussi. Sur le gaz. Oui, mais il y a certainement des études, pas de Mazda, mais ça doit être d'autres, qui vont nous dire que le charbon n'est pas mauvais pour la santé. Quoi qu'il en soit, vous parlez de ces filières, effectivement, en souffrance. On peut aussi citer un sujet qu'on a énormément suivi sur Sud Radio, c'est cette usine Bosch à Rodez, notamment, qui fabrique des composants pour les véhicules diesel et qui, effectivement, est en grand danger de fermeture. Ça fait partie aussi de ces filières qui sont menacées. Les amis, on revient dans quelques instants. On vous représente nos meilleurs vœux. On poursuit nos coups de cœur et nos coups de gueule bienveillants à l'image d'Éric Verhaeghe sur Sud Radio. Dans quelques instants. Sud Radio, 10h midi, débat. Et nos débats, justement, on est de retour dans le studio de Sud Radio avec Michel Taube, Éric Verhaeghe, Alexia Germont, Jérôme Dubu. On termine nos coups de cœur et nos coups de gueule. Michel Taube. Alors moi, c'est un coup de cœur. Un coup de cœur. Un vrai coup de cœur un vrai coup de cœur. Je vais peut-être certainement pas être d'accord, mais l'évasion de Carlos Ghosn
pour moi, c'est un coup de cœur. Je lui dis bravo. J'avais publié une semaine après son arrestation un édito, il faut sauver le samouraï Gozn, pour une raison toute simple, qu'il a dit lui-même, c'est son argument, mais il a malheureusement tellement raison, c'est que le système judiciaire japonais, c'est une machine de guerre contre des personnes. Lui, il a une chance énorme, c'est qu'il avait les moyens de se payer une évasion à la James Bond, dont on connaîtra peut-être jamais les détails pour pas qu'ils mettent en danger tous ceux qui il y aura des l'ont films, aidé à sortir. Certainement. Mais il a eu totalement raison. Vous avez rappelé, je suis le fondateur d'Ensemble de la peine de mort. Absolument. Il y a 10 ans, j'ai été au Japon assister à la libération d'un vieux monsieur qui avait 75 ans à sa libération, qui avait fait 45 ans de prison, condamné à mort, alors qu'il était innocent. Donc 45 ans dans le couloir de la mort. 45 ans dans le couloir de la mort, et en fait, il était innocent. Simplement, la justice avait décidé, pour des raisons probablement de corruption, d'intérêt, de l'enterrer vivant, en fait. Il n'y a pas que des innocents qui sont visés par la justice japonaise, sûr, et Carlos Ghosn. Le problème, c'est que le système japonais, c'est un système même pas accusatoire, c'est un système hyper accusatoire. Et si vous n'avez pas les moyens de votre défense, et alors, quand le système veut vous abattre, il vous abat. Et Carlos Ghosn le sait très bien. Il sait très bien qu'il serait resté en prison pendant des années. Son procès n'était pas du tout prévu pour 2020. J'en ai parlé avec un de ses avocats. Il a été sur le point d'être reporté. Et c'est la raison pour laquelle il a décidé de s'évader. Et voilà. Alors, on lui a même refusé, c'est vrai, effectivement, des contacts avec sa femme pour le soir de Noël. Et ça aurait été blessure sur blessure. Et le dernier argument... sa culpabilité, surtout. Attendez. Non, mais monsieur Dubu, vous représentez un parti qui est au pouvoir aujourd'hui. Et j'aimerais rajouter autre chose. Comme je l'ai écrit dans mon édito, et ça se dit de plus en plus, la France n'a pas soutenu un de ses compatriotes. Quand bien même il serait coupable des faits qu'on lui reproche, un Américain, un Israélien, ou on pourrait citer d'autres pays, se serait démené pour pouvoir lui permettre de quitter son pays et purger sa peine en France. Jérôme Dubu, il n'a pas été assez soutenu. Les chefs d'accusation sont quand même assez fondés, j'ai l'impression. Si M. Ghosn est parti, c'est d'abord parce qu'effectivement ses conditions, ça on peut le regretter, étaient très mauvaises, mais la justice japonaise on n'a pas à la juger de l'extérieur, c'est leur système de justice. Mais ça reste un état de droit et une démocratie. Et troisièmement, évidemment, parce qu'il y a des élections, il y a un Premier ministre, il y a un Parlement, etc. Donc c'est une vraie démocratie. Mais leur système judiciaire contester est extrêmement la démocratie violent. japonaise. Alors le système judiciaire est violent, effectivement, vous êtes censé être... Avant d'être condamné, vous êtes déjà quasiment accusé. Mais accusé, ça veut dire quasiment être condamné. Au Japon, ça c'est vrai. Vous avez peu de chance en fait d'être acquitté. 99% des gens qui sont accusés sont condamnés. Bon. Cela étant, comme disait Ségolène Royal, de la justice chinoise, elle est expéditive, elle est rapide. Et c'est un peu la même chose là. Encore qu'elle soit peut-être un peu moins rapide que la justice chinoise. Elle n'est pas rapide. Diverses raisons. Mais en tout cas, moi, je on peut reconnaître que l'évasion du Japon nécessite une certaine bravitude aussi. Oui, mais je m'inscris en faux sur un gouvernement qui pourrait effectivement intervenir et faire en sorte que, parce que c'est un de ses compatriotes brillants, vraisemblablement, et PDG, il faudra le sauver coûte que coûte. Non, il y a des justices, elles doivent passer pour tout le monde. On reconnaît quand même la loi japonaise et l'état de droit japonais, Michel Taube. Non, mais attendez, très souvent, ça c'est un autre sujet, mais très souvent des Français détenus à l'étranger se plaignent de ce que les autorités françaises ne sont pas assez présentes. Alors, on nous sort toujours le droit de visite consulaire. Donc, ils ont droit à une visite du consul local. C'est le cas en Afrique. Je pourrais vous citer Michel Atangana, qui a été 18 ans détenu au Cameroun et qui a eu un mal fou à avoir le soutien des autorités françaises. Il a fallu une campagne mondiale de médiatisation pour sensibiliser les autorités. Non, malheureusement, c'est une réalité française. Il faut dire aux auditeurs de Sud Radio que malheureusement, quand on va à l'étranger et qu'on se met en difficulté... tout le monde n'a pas l'intention d'être derrière les barreaux. C'est pas la même culture. C'est pas la même culture, par exemple, aux États-Unis. Les États-Unis protègent beaucoup plus leurs ressortissants étrangers. Bien sûr, et condamnent beaucoup plus fermement ceux qui fraudent. Mais ça pose une vraie question en revanche, et Michel Taube a raison, sur le métier d'avocat au Japon, quand on voit le pourcentage de chances de réussir à faire acquitter vos clients. C'est un beau et difficile métier, mais c'est sûr qu'au Japon, il prend tout son sens. Trêve de plaisanterie, je crois quand même que cette affaire Carlos Ghosn
a d'abord à démontrer dans le milieu industriel, dans le milieu des entreprises en France. Ça a été un véritable coup de semonce aussi, parce que pour les entreprises qui font affaire avec le Japon, je pense que certaines d'entre elles n'avaient pas pris la mesure de la difficulté et du système judiciaire japonais. Donc ça a été quelque chose qui est rentré dans les esprits à l'occasion de l'affaire Carlos Ghosn. On peut espérer aussi que si certains d'entre eux commettaient à peu près les mêmes choses que celles qui sont reprochées à Carlos Ghosn, ils arrêteront de les commettre au moins au Japon. Bien sûr, mais même de façon moindre, c'est intéressant de savoir aussi, quand vous faites du business avec un certain nombre de pays, de quelle façon, en fait, l'état de droit là-bas vous donne accès aussi à la justice. Et on voit bien la difficulté. Moi, je trouve que cette affaire Carlos Ghosn aussi, il y a 2 points qui me paraissent importants. D'une part, ne pas sous-estimer en fait l'onde de choc que ça provoque avec cette disparition orchestrée dans un pays étranger auprès de la population, parce que on voit bien que c'est 2 poids, 2 mesures quelque part, et que on n'a pas le fin mot de l'histoire, mais enfin c'est quand même pas si simple que ça, même si on arrive par les voies légales apparemment entre la Turquie et le Liban, mais ce sera quand même intéressant de savoir quelles forces ont été à l'œuvre, parce qu'il suffit pas de s'acheter un passeport pour 10 000 €, un faux passeport pour 10 000 €. Donc ce sera intéressant d'avoir un peu plus de... une évasion fascinante. Oui, c'est une évasion... on risque de jamais le savoir. On risque de jamais le savoir, mais je pense que c'est instructif de voir de quelle façon ces choses-là peuvent aussi s'organiser alors qu'on est en territoire restreint. Et puis, surtout, il se condamne à une vie de fugitif, vous le disiez, Jérôme Dubu aussi. Il signe quelque part. Alors, ça va être il signe un peu son acte d'accusation. Il signe son acte d'accusation, mais ce sera de toute façon une vie en fausse liberté. Fausse liberté au Liban, quand même, dans son propre pays, l'un de ces 3 pays. Mais les temps changent. C'était ça, 10 ou 15 ans de prison. Oui, et le Liban, je ne suis pas sûr que ce soit un havre de paix pour M. Pour les années à venir, on est quand même dans... Les Libanais, donc oui, mais Michel, on est quand même à un moment où les opinions publiques changent aussi. On parlait des 10 dernières années, mais projetons-nous dans les 10 prochaines années. Je pense que c'est compliqué aujourd'hui de se dire qu'il passera les 10 prochaines années au calme et sans être inquiété. Il faudrait qu'on regarde les précédents, effectivement, peut-être que Michel Taube les connaît, de fugitifs extrêmement connus qui se sont fait arrêter en passant par un autre pays qui finalement les a livrés. Non, mais en tout cas, j'ai vérifié une chose, c'est que j'ai vérifié une chose, c'est qu'il n'y a pas... comment il s'appelle cet intellectuel italien Cesare Battisti. Intellectuel, vous êtes gentil. Oui, je suis d'accord. C'est un criminel, un terroriste. Lui aussi, il a fui. Il a été protégé par la France pendant des années. Ensuite, il a fui au Brésil. Et puis, il y a eu un changement de régime au Brésil. Avec un conservateur qui n'était pas d'accord avec ses idées, et hop, il a été envoyé en Italie. Mais là, on n'est pas du tout dans ça le n'a même rien cas. à voir. Non, mais c'était par rapport à la question. Non, mais c'était par rapport à la question. Non, mais c'est par rapport à l'évolution. Il était accusé. Il était en assignation à résidence. En tout cas, j'ai vérifié une chose, le Liban n'a pas de convention d'extradition judiciaire avec le Japon, mais je pense que Ghosn le savait. Et effectivement, il le savait, et puis il savait surtout que c'était son pays, enfin l'un de ces 3 pays, puisqu'on rappelle, il est français, brésilien et libanais de ces 3 nationalités. D'ailleurs, il n'a pas choisi la France, comme quoi d'ailleurs il devait se dire qu'il n'était pas certain qu'on le protège et qu'on lui accorde l'asile qu'on a accordé à Cesare Battisti, par exemple, qui n'était pas français, lui, comme vous l'aviez rappelé. Mais tous ces avocats ont demandé à ce qu'il revienne et à ce qu'il soit jugé en France. Oui, c'est sûr. Ça n'a pas été le cas. Écoutez, mieux vaut sauver une alliance comme Renault-Nissan plutôt qu'un chef d'entreprise qui est quand même accusé de certaines turpitudes et dont on n'est manifestement pas sûr de l'innocence. La preuve, il s'est enfui. Quoi qu'il en soit, dans quelques instants, on va enfin parler des vœux, pas les nôtres, on les a assez rappelés. On parlera des vœux d'Emmanuel Macron dans quelques instants sur Sud Radio avec nos 4 invités. Est-ce que vous croyez au compromis rapide sur cette réforme des retraites ? Il l'a demandé à son gouvernement, c'est ce qu'il nous a annoncé hier. On verra si c'est une bonne résolution ou si c'est une véritable promesse. À tout de suite. 10h, 1er janvier 2020. Encore une belle année à vous tous. Sur Sud Radio, on est avec nos 4 débatteurs, Michel Taube, Éric Verhaeghe, Alexia Germont et Jérôme Dubu. Jérôme Dubu, qui est conseiller La République En Marche de Paris, qui aura la douloureuse mission d'ailleurs d'essayer de nous prouver qu'il a été bien convaincu par le président de la République lors de ses vœux. Ça va être 4 contre 1 d'habitude ici, n'est-ce pas ? Voilà, c'est ça. Ça va être à 4 contre 1. Donc moi, je demande la moitié du temps de parole. Vous demandez la moitié du temps de parole, on verra. Ce sera peut-être plus subtil
que cela. Exactement. En tout cas, vous l'avez compris. C'est le sujet. Moi, je suis plutôt d'accord avec M. C'est le sujet que nous allons aborder tout de suite, justement. Emmanuel Macron a déjà demandé au gouvernement de trouver un compromis rapide avec les syndicats, manifestement. En tout cas, une partie d'entre eux sur cette réforme des retraites. C'est ce qu'il nous a assuré hier. On verra si ça va vraiment marcher ou pas. En tout cas, les appels au durcissement de la mobilisation se multiplient à partir du 7 janvier. Je vous rappelle que la CGT a d'ores et déjà annoncé qu'elle voulait bloquer toutes les raffineries du pays. Comme ça, il n'y aura pas que ceux qui prennent le train qui seront ennuyés. Il y aura aussi ceux qui ont besoin de remplir le réservoir de leur voiture. Il y a les avocats qui ont annoncé une grève à partir du 6. Les avocats annoncent une grève dure d'ailleurs. C'est comme ça qu'ils la qualifient. Donc voilà, on verra les bonnes résolutions. Quoi qu'il en soit, Carlos Ghosn n'est pas revenu en France. C'est sans doute aussi pour ça que Carlos Ghosn n'est pas revenu en France. Quoi qu'il en soit, Emmanuel Macron qui essaie quand même d'avoir un ton assez grave et qui a essayé de nous prouver qu'il était à l'écoute. On écoute d'ailleurs Emmanuel Macron hier soir. J'entends sur ce sujet si important, qui tient au cœur même de l'identité française, les peurs, les angoisses qui se font jour. J'entends aussi beaucoup de mensonges et de manipulations. L'apaisement, toujours, doit primer sur l'affrontement. Apaiser ne veut pas dire renoncer, mais nous respecter dans nos désaccords. Ma seule boussole est et sera l'intérêt de notre pays, notre capacité à assurer la meilleure retraite possible à nos aînés, la défense de ceux qui n'ont pas toujours la faculté de s'exprimer, c'est-à-dire nos enfants. C'est pourquoi, pour vous, avec les organisations syndicales et patronales qui le veulent, j'attends du gouvernement d'Édouard Philippe qu'il trouve la voie d'un compromis rapide dans le respect des principes que je viens de rappeler. Et avec votre esprit. Voilà, c'était Emmanuel Macron hier soir qui nous présentait ses traditionnels vœux. Est-ce qu'il vous a convaincu? Est-ce que vous le croyez, Jérôme Dubu? Sur la réforme des retraites... Ça, il vous avait déjà convaincu, mais le compromis rapide... mais sur la réforme des retraites, il est clair qu'il ira jusqu'au bout. Il a raison, et le gouvernement a raison d'aller jusqu'au bout et de trouver des voies de négociation. D'ailleurs, les négociations continuent, il faut le dire à nos auditeurs. Ce n'est pas parce qu'il y a une réunion seulement début janvier, la semaine prochaine, que les négociations ne continuent pas. Seulement, elles sont un peu en off, bien évidemment, et c'est toujours comme ça que ça se passe, avec les organisations syndicales qui veulent négocier. Donc, c'est-à-dire la CFDT, la CFTC, la CFTC et la CFTC. Il y a un certain nombre d'organisations... Qui ne sont pas majoritaires dans le pays. Non, enfin, qui sont majoritaires dans un certain nombre de services publics. Ça pose un problème. Jérôme, ça pose un problème. Majoritaire. Oui. Mais je termine. Ça pose un problème. Je termine. Ça n'est pas une surprise, cette réforme des retraites par points. Emmanuel Macron l'a annoncé dans sa campagne électorale, c'était clair et net dans son programme, ça n'est pas du tout une surprise. Après qu'on ait mis le temps pour négocier, que cette négociation n'ait pas abouti avec Jean-Paul Delevoye pendant presque 1 an et demi, puisque ça a duré à peu près 17 mois. Bon, c'est un fait, donc il faut renégocier à nouveau, et notamment sur l'âge pivot. Sur l'âge pivot, à 64 ans, il y a encore des marges de négociation. Mais sachant que ce n'était pas du tout d'ailleurs une promesse en campagne d'Emmanuel Macron en ce qui concerne ce fameux âge pivot. Oui, mais alors attendez, parce que là, dès le mois de mars 2019, si vous reprenez les déclarations d'Édouard Philippe, il était très clair que l'équilibre ne serait pas atteint et qu'on ne pouvait pas repartir avec un nouveau système à points déséquilibré. Et du coup, ce compromis rapide, vous y croyez vraiment ? Oui, moi je pense qu'avec les organisations qui veulent négocier, on va y arriver. Et on a dépassé la durée des grandes grèves de 95. Oui, moi, mais même sur l'âge pivot, je pense qu'on va y arriver. Parce qu'il y a par exemple 2 formules, à mon avis, qui peuvent être négociées, en tout cas mises sur la table. C'est la formule de l'Agirc-Arrco, que connaît bien Eric. C'est la retraite complémentaire des cadres. Qui est déjà un système par points et qui permet justement d'avoir un malus et un bonus au cours de sa carrière. L'accord de 2015. Mais sur des durées limitées. C'est peut-être ça qu'il faut mettre sur la table. Deuxièmement, on peut peut-être, sur l'âge pivot également, repousser d'1 an ou 2 la mise en application. Donc il y a encore des marges, et moi je crois effectivement qu'on peut arriver à une négociation réussie. Alexia Germont, vous levez le doigt, vous y croyez ? Non, alors malheureusement, je crois qu'on n'arrivera pas à un compromis rapide, pour une raison simple, c'est qu'on sent bien que les syndicats sont débordés par leur base. Donc, pour le quotidien des Français, est-ce que à horizon une semaine, les choses vont miraculeusement s'améliorer ? Je ne le crois pas. Et je suis triste de dire cela, d'ailleurs. Cela dit, je trouve que vous êtes parti bille en tête sur la réforme des retraites, mais moi, j'aimerais m'attarder quand même un peu sur la prise de parole du président. Sur la forme, d'abord, il était dans
dans un exercice qui est assez compassé, qui est traditionnel, qu'il a rempli. Je note quand même qu'on n'a pas retrouvé l'énergie traditionnelle du chef de l'État. Peut-être voulait-il s'assurer que chaque mot était pesé, mais ce qui fait la force du chef de l'État, quand il prend la parole, c'est parfois une certaine énergie qu'on n'a pas retrouvée hier. Vous l'avez trouvé fatigué ? Non, pas fatigué, mais pas à l'aise, tendu, exactement, pas à l'aise, tendu, et ça très vite, ça s'est senti. Il a été plutôt bon sur le rappel de 2019 et des événements qui avaient marqué les Français. Notre-Dame, le peuple de bâtisseurs, voilà, la préfecture de police, tous ces événements qui nous ont marqués. On attendait un discours d'apaisement et de rassemblement. Il a été dans son rôle. Cela dit, ce qui me marque plus, je crois, enfin ce qui est plus marquant, c'est qu'on a vraiment là l'acte 2 avec la mise en place très institutionnelle du passage de témoins au Premier ministre. Alors on peut voir cela comme un très bon fonctionnement des institutions, ce qui est le cas, mais comme ça dénote une inflexion par rapport à ce qui s'est passé jusqu'à présent... Et ce passage de témoin, vous entendez par quoi ? Ça veut dire le président veut se faire réélire dans 2 ans, donc il garde le boulot noble et le sale boulot reste pour le Premier ministre. D'abord, je pense qu'il a compris que c'est pas plus mal d'avoir un certain nombre de personnes... Oui, vous exprimez la notion de fusible, mais il a bien compris qu'il fallait laisser son Premier ministre au front, avec quand même une certaine saine pression, on va dire, mise sur le gouvernement quand il dit « je lui fais confiance », quelque part, s'il n'arrive pas à... Il y a toute ma confiance pour faire ce que je lui ordonne. Voilà. Pour faire ce que je lui ordonne et éventuellement en tirer les conséquences s'il n'y a pas de compromis qui est attiré. En toute logique. Éric Verhaeghe. Il y a évidemment énormément de choses à dire sur le sujet. Moi, je suis quand même très perplexe devant ces vœux, puisque c'était ça notre sujet, devant les vœux du président, parce que d'un côté, il parle d'apaisement, et de l'autre, il continue à cliver. Et moi, j'arrive pas à comprendre le discours, hein, notamment l'idée qu'on va faire passer la réforme coûte que coûte. Je pense que c'est une annonce qui n'est pas anodine dans une France qui est en grève depuis pratiquement un mois maintenant. C'est ça. Alors certes, une France, la grève en grève. Michel, certes la grève, c'est l'élite du prolétariat, la RATP. Certes la grève. Attends Michel, si tu permets. Et la SNCF. Certes la grève est une grève qui touche les Parisiens essentiellement, et on voit bien la stratégie, à mon avis suicidaire, de la part d'Emmanuel Macron, qui est l'élu des métropoles, de jouer la France qui n'est pas en grève contre les Parisiens qui ont les Franciliens en tout cas, qui ont une vie quotidienne empoisonnée par les transports. Et là aussi, si vous voyez cette façon de jouer les uns contre les autres, je ne comprends pas le message qui passe. Moi, ce qui m'étonne quand même dans cette affaire, c'est ce qui se passe entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Et je pense que ça pose un vrai problème, y compris un problème constitutionnel. C'est-à-dire que les vœux tels qu'on vous avez passé l'extrait, c'est plus des vœux au gouvernement que des vœux au peuple français. Et ce qui est assez curieux, c'est qu'Emmanuel Macron prenne le peuple français à témoin d'une consigne qu'il donne au Premier ministre. Et si j'en crois la presse, et parfois les journalistes ne disent pas que des bêtises... Merci. C'est rare, mais parfois ils disent des choses justes. Profitez-en, c'est le début de l'année. Je devais bien la faire, celle-là. Si j'en crois la presse, il y a quand même un débat, puisque, a priori, c'est Édouard Philippe qui a imposé le maintien de l'âge pivot dans le discours final, qui n'était pas prévu. Ça. Avec Gérald Darmanin, semble-t-il. Avec Gérald Darmanin et probablement Ribado-Dumas. La droite de la République en marche. Et donc, en réalité, aujourd'hui, Emmanuel Macron, il doit gérer une grève dont il n'est pas la cause, puisque si j'en crois la presse, il était plutôt enclin à faire plaisir à la CFDT pour apaiser, comme il dit. Et c'est Édouard Philippe qui a pris une position dure. Et qui propose une date de réunion le 7 janvier. Enfin, c'est ahurissant. C'est négocié, je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui se passe. Donc, dans une France qui... C'est pas parce qu'on est au réveillon que les Français qui voulaient partir à Noël en train, qui entendent la réunion aura lieu le 7 janvier. C'est ahurissant pour les Français qui se disent, mais à quoi joue-t-il ? Et là-dessus, le fait que aujourd'hui, on a le sentiment qu'Emmanuel Macron n'a pas d'autorité sur son Premier ministre. Oui. En tout cas, que son poids ça pose un problème. Elle a dit l'inverse depuis le début du quinquennat.
que c'était Jupiter. Bon, Jérôme Dubuis, d'accord. Il a dit lui-même l'inverse. Il n'y avait plus de gouvernement, qu'il n'y avait plus de parlement, qu'il n'y avait plus de corps intermédiaire, qu'il n'y avait plus personne, qu'il y avait Jupiter face aux Français. Bon, alors là, on dit que effectivement c'est l'inverse, qu'il y a un problème avec le Premier ministre, alors qu'il y a une entente parfaite entre les deux. C'est main dans la main, et je crois que tout se lit. Je crois que c'est pas ce qui se dit. Mais est-ce qu'il faut croire tout ce qui se lit? Non, mais ce qui se lit est important. Il y a 2 points. Je préfère voir ce qui va se faire concrètement. Vous jugerez sur pièce. Oui. Alors, on va donner la parole à Michel Taub, parce que c'est le plus poli de nous quatre, parce que c'est vrai qu'il est discret, il lève le doigt, mais il laisse les autres. Alors, déjà, une chose, la grève ne frappe pas que les Parisiens. Ça, c'est une chose que j'entends souvent, et c'est vraiment pas vrai. Toutes les villes de taille moyenne qui sont à 30, 40, 50, 80 km des métropoles régionales, Lille, Lyon, Toulouse, Marseille, Strasbourg et les autres sont touchés par cette grève et souffrent terriblement, ont des problèmes de locomotion pour se rendre de leur domicile à leur travail. Donc c'est pas qu'une grève francilienne. La deuxième chose, c'est que moi je l'ai trouvé crispé, surtout au début. Ensuite, assez solennel, mais c'était une solennité qui effectivement ne lui va pas quelque part, parce que Emmanuel Macron, il a un côté plus vivant, plus contact direct des choses. Et c'est vrai que l'impression qu'il m'a donnée, c'est que à chaque fois, depuis qu'il est président de la République, qu'il n'a pas saisi un problème d'emblée, qu'il n'a pas été au devant des embûches qui lui se présentaient à lui, il n'a pas réussi à rattraper les choses. Ça a été le cas sur l'affaire Benalla, ça a été le cas sur les Gilets jaunes, et ça a été le cas sur les retraites, parce qu'il a fait un choix dès le début de laisser le gouvernement travailler. Édouard Philippe montait au front, et il avait dit, je parlerai en le temps venu, les vœux, je pense qu'il s'il avait pu ne pas les délivrer, il ne les aurait pas délivrés. Il a passé 4 minutes 30 sur les 17 minutes à la question des retraites. Il a dit plein d'autres choses dans ses vœux d'hier, mais il ne voulait pas parler des retraites le moins possible. Il n'a pas dit grand-chose sur les retraites. Mais globalement, c'est intéressant ce que vous remarquez. Non, mais c'est important d'en parler, Michel Taub, parce que vous dites, il n'a parlé que 4 minutes des retraites sur 17 minutes à peu près. 5 minutes, et globalement, beaucoup de journalistes, Éric Vérac dira qu'on ne dit pas toujours des bêtises, on verra bien, mais beaucoup de journalistes ont retenu ça parce que c'était un des propos les plus concrets, en fait, de ce qu'il a pu tenir hier. J'ai demandé un compromis rapide, alors on a du mal à y croire. Attendez, on pose la question. Imaginez l'inverse, qui n'est pas dit un mot sur les retraites. Non, mais bien sûr, ça pose une autre question. Si on Alors, retient cette phrase sur les retraites pendant 4 minutes 30 et qu'il y a 11 minutes ou 12 minutes ou 13 minutes du reste du discours, qu'y avait-il dedans? Alors, justement, moi je voudrais dire, il a annoncé une chose, enfin, il l'annonce. Non, là, il s'est engagé. J'espère qu'il va tenir sa promesse. Il a annoncé que, en parlant de la décennie de l'unité retrouvée de la nation, parler de laïcité, etc., il a annoncé que dans quelques semaines, il prendrait des mesures. Voilà. Et Dieu sait que c'est important, parce que s'il y a une déception pour moi de l'ère Macron, c'est qu'on attendait, mais c'était dès le début du mandat qu'il fallait le faire, vu la gravité de la situation et vu l'urgence. Il y a des priorités. Voilà. Et la lutte contre le terrorisme, contre l'islamisme radical, contre le délitement de la valeur laïcité, c'est une priorité absolue. Et il ne fallait pas aller au collège des Bernardins parler de son rapport au christianisme pour régler les problèmes de la France. Il fallait parler de ce sujet-là. Donc espérons enfin que dès que la question que le conflit sur les retraites sera réglé, même si c'est pas évident qu'il le soit, il passera à ce sujet. Dernier point que je voulais dire quand même, c'est que sur les 4 minutes qu'il a consacrées aux retraites, moi je pense qu'il a quasiment rien dit. Il n'a quasiment rien dit. Il a juste dit que le gouvernement, il chargeait le gouvernement de trouver un compromis, mais un compromis avec qui ? Et ça, c'est aussi le problème. C'est qu'à mon avis, Éric, moi je suis pas d'accord. Il n'a pas un problème avec son Premier ministre. Le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont sacrifié. C'est qu'ils ont sacrifié Laurent Berger. C'est ça pour moi le problème. Absolument pas. D'ailleurs, Laurent Berger vient encore à la table des négociations. Laurent Berger a été le 11 décembre dépassé par sa base. Le 11 décembre, il a été. Nous ne sommes pas au Japon. La défense a quelques droits, y compris sur Sud Radio. J'ai vu rapidement. L'accusation n'a pas la japonaise. C'est moi qui t'ai plusieurs choses. D'abord, cette réforme, c'est celle d'Emmanuel Macron. Je l'ai rappelé tout à l'heure. La réforme par points du système de retraite français, c'est voulu par Emmanuel Macron. Ça n'était pas voulu par Édouard Philippe, puisque à l'époque, il ne soutenait pas Emmanuel Macron dans sa campagne présidentielle. Il faut quand même rappeler un peu les choses. Deuxièmement,
dans la Constitution française, le Premier ministre conduit et détermine la politique de la nation. C'est l'article 12 de la Constitution. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On nous a dit pendant des mois que la Constitution n'était pas respectée, qu'il y avait le Premier ministre, etc. Non, le Premier ministre est là, il est en train de négocier, et moi je suis persuadé qu'on aura une négociation qui va aboutir. Réaction avec des gens qui veulent négocier. Car nous avons affaire à une crispation, à une radicalisation d'un certain nombre de syndicats qui sont d'ailleurs, je parle de la CGT, qui est d'ailleurs un syndicat qui est en train de perdre du terrain. Dans les élections professionnelles, vous voyez bien qu'ils sont passés deuxième derrière la CGT. Ils sont passés deuxième si vous cumulez tout. Ils sont en train d'essayer de prendre leur revanche avec cette grève. Il y a des phénomènes internes aussi à la SNCF, puisque la SNCF est en cours de négociation avec la réforme de la SNCF qui a été votée. Et donc, il y a des conflits internes avec la base qui se surajoutent avec Jérôme le problème Dubu, de la réforme des réaction retraites. rapide aux annonces mystérieuses, des mesures concrètes que je prendrai, notamment en termes de laïcité, je paraphrase un petit peu, et pour rétablir le vivre ensemble, je paraphrase encore plus. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous ou pas ? Non, mais sur la laïcité, moi je l'attends depuis le début du quinquennat. Par exemple, vous attendez quoi ? J'attends qu'il y ait une grande réforme de la laïcité et de l'organisation. De l'organisation entre le gouvernement, l'État et la religion islamique, la religion musulmane, qu'il n'y a pas dans ce pays, alors qu'il y a un concordat avec quasiment toutes les autres religions. Non, il y a un concordat en Alsace et en Moselle. Non. Il y a un concordat avec la religion juive, puisque la religion juive est organisée en France avec un consistoire. Ça n'est pas le cas de la religion musulmane. Il y a un moment, il faut organiser ça. On voulait que l'État trouve un interlocuteur qui puisse parler au nom des Nicolas Sarkozy a essayé de le faire, ça n'a pas marché avec le Conseil du culte musulman, le Conseil français du culte musulman. Et François Hollande n'a rien fait sur ce sujet. Emmanuel Macron doit effectivement se saisir de ce sujet. C'est ça que vous attendez en tout cas. Alexia Germont ? Oui, lorsque Jérôme Dubu dit que cette réforme des retraites est la réforme d'Emmanuel Macron, certes, mais les faits sont têtus. Il y a quand même deux points qui nous laissent pantois. C'est qu'en août, Emmanuel Macron a quand même dit qu'il était contre l'âge pivot. Donc, comprenne qui pourra. Et que lors du grand débat national, il a également affirmé que si on commençait à lâcher des choses pour les policiers, derrière, il faudrait lâcher pour l'ensemble. Il n'a pas dit qu'il était contre l'âge pivot. Il a dit qu'il était contre le fait de repousser l'âge de la retraite au-delà de 62 ans. Ça n'est pas tout à fait la même chose. Il a dit qu'il préférait l'autre système. La sémantique a son importance. Sud Radio, parlons vrai. Lorsqu'on vous dit l'âge pivot, ce sera 64 ans, ça veut dire que vous pouvez partir quand vous voulez, mais vous gagnerez une retraite bien moindre si vous ne travaillez pas jusqu'à 64 ans. Mais l'âge légal reste à 62 ans. Mais non, donc tout ça pour finir quand même. Vous êtes soit jésuite, soit trotskiste. Voilà. Voir les deux. Donc, mais la réalité, c'est que ça rend quand même très compliqué. Attendez, ça rend quand même très compliqué pour les citoyens qui essayent de suivre cette réforme qui leur parle pourtant énormément dans leur quotidien et dans leur avenir. C'est sûr qu'on n'arrive plus à avoir la ligne de lisibilité claire. On est dans le brouillard. On est dans le brouillard. Et pour les vœux, effectivement, Michel Taube avait raison de dire qu'il y avait des choses très importantes qui avaient été dites, notamment la notion de travail et de mérite qui a été remise au cœur de l'expression présidentielle hier. On a trouvé, c'était un modèle du genre également, toutes les catégories socio-professionnelles ont été citées. Donc de ce point de vue-là, il a coché... Pas le monde de la santé, il a oublié la santé. Non, il a parlé du grand... Pas vrai, si je puis me permettre. Ouais, ils ont bien regardé le discours. Oui. Il a parlé du plan pour l'hôpital et que ça lui tenait extrêmement à cœur. Il a parlé de l'investissement dans le système de l'éducation et de la santé, une grande loi sur le handicap et la dépendance. Donc on voit bien que, et bien sûr, pour reboucler sur ce qu'on disait sur la notion d'écologie, sur la décennie, il se projette avec une stratégie nationale qui doit être aussi implémenté au niveau européen et au niveau mondial, avec à la fois l'écologie et l'économie, l'écologie et le social, et l'écologie et le culturel. Qui sera porté par le Conseil citoyen de l'environnement. Oui, et en tout cas, il y avait un programme avec les 150 citoyens. C'est très important. Et c'était en quelque sorte un programme de gouvernement pour les années qui viennent et la fin de ce quinquennat. Je suis navré, Michel Taube, mais on va se retrouver dans quelques instants. J'aimerais aussi qu'on retourne faire nos courses dans quelques instants. Vous l'avez peut-être entendu et découvert, en tout cas dans vos journaux. C'est notamment une information
information du Parisien aujourd'hui en France, le journal qui nous annonce que Auchan, les grandes surfaces, donc, s'apprête à lancer un plan de départ volontaire de 1000 personnes. Est-ce qu'il va falloir sauver nos grandes surfaces comme on a essayé de sauver nos petits commerces? On en parle dans un instant. Sud Radio, 10h midi, débat. De retour dans le studio de Sud Radio avec nos 4 débatteurs, Alexia Germont, Éric Verhaeghe, Jérôme Dubu et Michel Taube. C'est la mauvaise nouvelle qui nous est tombée justement à la toute fin de 2019 et au tout début de 2020. Un premier plan social qui s'annonce de grande envergure. C'est une information du Parisien aujourd'hui en France. Les enseignes Auchan, donc les hypermarchés, s'apprêtent à lancer un plan de départ volontaire qui devrait être présenté à ces syndicats mi-janvier et qui viserait la suppression de 1000 postes. Est-ce qu'il faut sauver nos grandes surfaces, nos très grandes surfaces qui manifestement sont en difficulté? Et surtout, d'où vient la cause, tout simplement, de cette hémorragie? Parce qu'Auchan n'est pas la première enseigne, effectivement, à supprimer des emplois. Éric Verhaeghe. Oui, en fait, toutes les chaînes d'hypermarchés sont concernées par cette difficulté aujourd'hui à dégager des marges de rentabilité. Et si vous voulez, c'est un sujet à tiroir, parce qu'il y a un sujet de fond qui est le modèle de consommation de masse qui a été porté pendant des décennies partout dans le monde industriel est en train de s'essouffler, mais pour des raisons qu'on connaît. C'est-à-dire qu'on ne peut pas éternellement dire on est pour l'écologie, sauver la planète, blablabla, et en même temps expliquer que les produits qu'on achète dans les hypermarchés sont des produits fabriqués par des enfants en Chine ou au Vietnam. Pas tous. Mais voilà, ce modèle de la gestion par les prix. En réalité, on a fondé une consommation de masse par une baisse de prix. Et pour baisser les prix, on a systématiquement comprimé les marges en recourant à des techniques de production qui sont aujourd'hui jugées dangereuses pour l'ensemble de l'espèce humaine. Donc il y a un problème structurel, c'est que tôt ou tard, ce modèle-là va s'effondrer. Parallèlement, on ne peut pas avoir Amazon, on ne peut pas avoir des grèves qui empêchent les gens d'aller faire leurs courses à Noël et dire... On ne peut pas avoir des mesures où on fait des primes, des machins imposés, tout ça coûte très cher, et puis dire, à propos, les entreprises sont en difficulté. Tôt ou tard, il y a une résolution des injonctions paradoxales qui s'imposent par la réalité. Et en tout cas, il y a une forme de sélection naturelle très inquiétante pour l'emploi. On a plusieurs centaines de milliers... Ce qu'il faut dire, Jean-Marie, il ne faut pas dramatiser cette affaire. On est sur des départs volontaires. Oui. Donc, il n'y a rien de mieux pour un salarié qu'un plan de départ volontaire, parce que pour beaucoup, c'est l'occasion d'empocher un chèque qui permet de réaliser son projet. J'ai bien compris qu'on n'avait pas des licenciements secs et brutaux. Je voudrais juste une précision. Les postes qui sont supprimés ne sont pas non plus des postes qui seront recréés pour l'embauche. Ça veut dire aussi que vous avez un débouché sur le marché du travail qui est en train de se tarir, notamment pour des emplois peu qualifiés. C'était ça le sens de ma précision. Michel Taube, mais pour les caissières, par exemple, qui sont très inquiètes pour leur boulot parce qu'il y a maintenant des enseignes qui ouvrent 100% automatisées, où il n'y a plus aucun employé, il y a des inquiétudes. Alors ça, c'est des enseignes beaucoup plus réduites que l'hyperdistribution. En revanche, il est vrai aussi qu'on a de plus en plus de caisses automatiques à la sortie. Il y a déjà moins de caissières qu'il y en avait il y a 10 ans ou 20 ans. Il y a des évolutions de fond qu'il est difficile d'éviter. Après, peut-être que la bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle, c'est que c'est peut-être un espoir nouveau pour les centres-villes, les commerces de centre-ville qui ont été extrêmement endommagés, qui ont perdu énormément, et au-delà des commerces, c'est le tissu urbain des centres-villes de toutes nos villes de France qui ont Vous beaucoup souffert des grandes surfaces. Vont récupérer ce que mais en partie, Amazon leur laissera pas. C'est déjà le cas. Il y a déjà beaucoup de villes moyennes qui voient légèrement, notamment lorsque les communes ont des initiatives très volontaristes d'accueil de petits commerces, qui voient petit à petit ce reflux. En fait, cette exception française des hyper, parce que c'est une exception française. Il y a très peu de pays dans le monde, je crois même qu'on est le pays où il y a plus forte concentration d'hypermarchés dans les zones périurbaines. Il y a un reflux aussi culturel. Les gens aiment moins cela qu'on l'a aimé dans cette période d'hyperconsommation il y a 10 ou 20 ans. Donc il va peut-être y avoir des pertes d'emplois, mais peut-être il va y avoir des recréations d'emplois par ailleurs. En tout cas, il faut l'espérer. Et en tout cas, il faut le souhaiter, Jérôme Dubu. Oui, moi, quelqu'un disait que j'étais trotskiste tout à l'heure. Il anticipait. Non, j'y croyais pas. Non, mais il anticipait parce que ça vous a marqué. On sent que vous avez pas c'était un scoop. Mais c'était le scoop du jour. Vous aviez peut-être les cheveux longs là ce matin, c'est sympa. Et le livre rouge de Mao. Mais pour le coup, sur l'affaire Auchan, moi, je trouve quand même ça assez scandaleux. Pourquoi ? Bon, alors effectivement, ça a fait notre système d'hypermarché et de supermarché a fait l'honneur de la France.
et sa réputation pendant des années, et notamment à l'étranger, puisqu'on était très exportateur d'installations, notamment en Chine et dans les pays asiatiques, avec Carrefour, etc. Bon. Mais aujourd'hui, comme le disait Eric, le système est un peu à bout de souffle. Or, ce sont des gens, c'est une filière qui a été beaucoup aidée. Beaucoup aidée. Ils ont beaucoup bénéficié de CICE, énormément. Ils ont beaucoup bénéficié de l'aménagement du territoire. On leur a fait des ponts d'or dans des communes où on leur donnait le terrain pour s'installer. Pour qu'ils viennent. Absolument. On faisait les aménagements, la commune faisait les aménagements, etc. Et après, les maires des petites communes allaient dire qu'ils avaient de moins en moins de commerce dans leur centre-ville. On les exonérait de toutes les taxes locales. Bon. Donc on a fait beaucoup de cadeaux à cette filière, et je trouve que moi, son honneur, ce sera effectivement de faire en sorte que sa restructuration se passe le mieux possible. Or, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. En général, les restructurations, de toute façon, c'est toujours assez difficile d'avoir des restructurations oui, mais plus heureuses. Ou moins, ça peut s'accompagner, etc. Et là, je trouve que c'est un petit peu brutal. Alors, c'est effectivement une filière où les marges, Eric le disait tout à l'heure, sont très compressées. Depuis le début. C'est le volume qui crée le profit davantage. 3% de marge, donc c'est quantitatif plus que qualitatif. Mais en réalité, il y a quand même une responsabilité, à mon avis, citoyenne de la part de ces grandes enseignes qui font que cette restructuration doit se passer le mieux possible. Et ça pose une question, Alexia Germont. Est-ce que ce sont les petits commerces vraiment qui vont pouvoir un peu en profiter, ou est-ce que c'est surtout le commerce sur Internet? Il faut l'espérer, et j'aime bien cette notion que vous venez d'évoquer de responsabilité citoyenne qui vaut pour les entreprises, mais quelque part aussi, elle vaut en premier lieu pour les citoyens eux-mêmes. Et les citoyens doivent se rendre compte qu'ils ont un rôle à jouer. Nous ne sommes pas que des consommateurs, nous sommes aussi des consomme-acteurs, selon le terme bien choisi que l'on entend beaucoup ces derniers temps. Mais c'est la réalité, c'est-à-dire qu'avec notre carte bleue aussi, il n'y a pas que le pouvoir de vote qui est très important. Choisissez ce que vous mangez, mais choisissez ce que vous mangez, ce que vous achetez, est-ce que vous avez envie justement... Quand vous en avez les moyens, malgré Quand tout. vous avez les moyens, bien sûr, mais vous pouvez aussi être dans une logique d'être en ligne finalement avec les choix politiques que vous voulez avoir. Et avec vos préceptes. Michel Taube, 30 secondes. Je tente une mauvaise blague. Ouais. Laurent Pietraszewski, qui est le nouveau haut commissaire aux retraites. C'est un ancien cadre du groupe Auchan. C'est un DRH du groupe Auchan. RH. Ouais, non, il n'est pas DRH. Et il va peut-être pouvoir aider ces 1000 départs volontaires à éviter une retraite antisociale. Il est contraint quand même, là, Michel, ce matin. Essayez d'aider la caissière qui a été renvoyée pour... Enfin, souvenez-vous, l'année dernière, il y a... Je sais pas, ils s'occupent déjà des retraites. Une tentative ratée. Il y a un an, il y a un an, au même moment, on parlait du dossier Pimki, où il y avait un plan social qui était aussi annoncé. Donc, malheureusement, on voit bien que ce ne sont pas des dossiers un par un, mais que c'est structurel. C'est une tendance de fond, et c'est pourquoi on avait choisi aussi d'en parler ce matin sur Sud Radio. On n'aura pas eu le temps, et j'en suis navré, de parler de ce mois de janvier sexe, Dry January. Alors juste, réponse oui ou non, chacun de vous quatre. Allez-vous passer un mois sans alcool, juste en bonne résolution? Michel Taube. Non, parce que je bois avec modération, et que c'est très bon, et que c'est très agréable. La modération et le plaisir. Jérôme Dubu. Non, moi j'en ai marre des interdits qu'on nous impose. Alexia Germont. Moi j'aime pas non plus que l'État me dise ce que j'ai à faire. Eric Verhaeghe. Non, je crois que médicalement c'est bien de boire de l'alcool. Avec modération. Avec modération et sans prendre la route, effectivement. En tout cas. J'ai pas le permis. Bon, vous n'aviez pas le permis et vous n'avez pas de métro. C'est bien fait. Ça s'appelle le karma, Eric Verhaeghe. En tout cas, j'étais ravi, les amis, de vous accueillir pour cette première émission de l'année 2020. Dans quelques jours, vous reviendrez sans doute, et on est toujours ravis de vous accueillir sur Sud Radio, et vous retrouverez Valérie Expert, à qui on présente nos meilleurs vœux également, et qu'on embrasse très fort comme chaque jour. Meilleurs vœux à Valérie. Également, meilleurs vœux à Valérie et à toute son équipe. Juliette Rioufol aussi, l'immanquable Juliette Rioufol, qui nous écoute peut-être, mais qui n'est pas là. En tout cas, et à qui on souhaite aussi de bonnes vacances. Merci à vous, Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale et d'Ensemble contre la peine de mort. Eric Verhaeghe, je le rappelle, entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Alexia Germont, présidente du think tank France Audacieuse et présidente de Nous Citoyens. Et puis Jérôme Dubu, conseiller La République En Marche de Paris et porte-parole du groupe Les Parisiens Progressistes, Constructifs et Indépendants. Merci à vous tous. Avec la liaison. Et à bientôt sur Sud Radio.